Bonjour Edoui. Bonjour Pablo et bienvenue à Mediapart. Eh bien, merci pour ton accueil et merci d'avoir accepté mon invitation. Edoui, tu es cofondateur et président de Mediapart, où nous sommes actuellement. Si je t'ai invité, c'est parce que tu as publié il y a quelques semaines maintenant un livre aux éditions La Découverte qui s'appelle L'appel à la vigilance face à l'extrême droite. C'est en quelque sorte le prolongement d'une tribune qui avait été publiée dans Le Monde en 1993 par des intellectuels, justement pour appeler à la vigilance contre l'extrême droite. Et en gros, ce qu'ils prônaient, c'était un cordon sanitaire strict autour de l'extrême droite, ne pas aller débattre avec eux, ne pas participer à des émissions de radio, de télé ou que sais-je, avec des gens qui étaient liés plus ou moins à l'extrême droite. On est 30 ans après. Ton livre s'appelle toujours Appel à la vigilance. Est-ce que tu penses qu'on en est toujours là? Est-ce que ce serait pas plutôt appel à la résistance vu l'état de la société actuelle? Oui, bien sûr. D'ailleurs, la première phrase du livre, c'est "Que nous est-il arrivé?" Donc 30 ans après, c'est le temps d'une génération, puisque cet appel était le 13 juillet 1993. Donc nous sommes en 2023, on est bien 30 ans après, et quand on lit cet appel de 93, qui a été signé par 40 figures de la vie intellectuelle française et européenne, il y avait Umberto Eco, il y avait Jacques Derrida, il y avait Pierre Bourdieu, il y avait Françoise Héritier, il y avait Jean-Pierre Vernant, il y avait Michel Perrault, parmi les rares survivants, puisque beaucoup sont décédés depuis, donc l'historienne du féminisme. Et donc, quand on lit cet appel, et tout d'un coup, on se dit, mais c'est plus actuel que jamais, et en fait, les digues ont sauté et cet appel n'a pas été suivi par les personnes concernées. Alors, quelles sont les personnes concernées? Je voudrais préciser quel est à la fois ce face à l'extrême droite et quel est l'appel, le sens de mon appel aujourd'hui. L'extrême droite dont je parle là, c'est pas l'extrême droite partisane. C'est pas l'extrême droite politique. Celle-là, nous, comme journalistes, on doit la traiter, y compris aller suivre ces événements, la questionner, et y compris dans des médias audiovisuels, la traiter en tant que telle. Non, l'alarme, et qui était l'alarme de 93 sur la banalisation des idées d'extrême droite, c'est la responsabilité des acteurs du débat public, journalistes, intellectuels, publicistes, éditorialistes, sur la banalisation des idées d'extrême droite. Et là, c'est là qu'il y a eu une dégradation. Alors quelles idées, en l'occurrence? Pas les idées en termes de programme politique, les idées fondamentales de l'extrême droite. Les idées fondamentales de l'extrême droite, c'est une histoire, au fond, à échelle humaine récente. Nous avons proclamé, il y a un peu plus de 2 siècles, l'égalité naturelle. Nous naissons libres et égaux en droit, ce que la Déclaration universelle de 1948, dont un Français, René Cassin, est l'auteur, a étendu. Les êtres humains naissent libres et égaux et demeurent libres et égaux en dignité et en droit. Cette déclaration, cette proclamation, qui sera un scandale face à toutes les dominations, toujours, tous les conservatismes qui veulent immobiliser, arrêter, entraver le mouvement de l'émancipation, c'est elle qui nous permet de conquérir des droits, de défendre des droits, d'inventer des droits. Quand elle est proclamée, il n'y a pas encore le droit de vote, il n'y a pas encore de droit démocratique, il y a encore l'esclavage, il y a encore moins de droits des femmes, il y a le travail des enfants, les droits sociaux. Tout ça, eh bien, en 2 siècles et demi maintenant, tout ça va faire son chemin et continue à faire son chemin. Depuis qu'a été faite cette proclamation, il y a à la marge du débat public, à la marge du débat intellectuel, sauf quand le nazisme et le fascisme ont dominé l'Europe, eh bien il y a des figures intellectuelles, des figures bien propres sur eux, des écrivains, des parleurs, qui, de côté, disent non. Vive l'inégalité naturelle, qui défendent l'inégalité naturelle, qui défendent l'idée qu'il y a des civilisations supérieures à d'autres, des origines, des couleurs de peau, des apparences, des croyances, des religions, des identités, des sexes. Les hommes sont par définition supérieurs aux femmes, des genres, et du coup cela donne la LGBT-phobie, parce qu'il faut parler de toutes les phobies que cela crée, le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, l'homophobie, et ainsi de suite. Donc,
cette idéologie de l'inégalité naturelle, et c'est le propos de cet appel d'il y a 30 ans, et c'est mon propos aujourd'hui qui s'adresse au fond autant aux journalistes, aux politiques qui vont dans des émissions, etc. Eh bien non, en démocratie, elle n'a pas le droit de citer. Elle doit rester à la marge du débat public. On ne peut pas laisser s'ébattre dans la démocratie, qui est un régime à la fois de liberté mais fragile, qui est un régime tolérant mais qui du coup est fragile si au nom de la tolérance il laisse s'ébattre les intolérants. Et on ne peut pas, dans une démocratie, laisser s'ébattre en toute liberté le fondement d'idéologie qui remet en cause plutôt le fondement de notre identité démocratique, l'inégalité naturelle. C'est une évidence en Belgique, pour ne pas aller très loin. Ça s'appelle le cordon sanitaire en Belgique. Et c'est accepté par l'ensemble des médias, des journalistes, par rapport à ce que je viens de dire. C'est évident en Allemagne. C'est au cœur de la loi fondamentale allemande, qui est inspirée d'ailleurs des réflexions de Karl Popper sur la société ouverte et ses ennemis, où il dit ce paradoxe de la tolérance. Nous sommes tolérants, mais comme le dit Umberto Eco, il y a une limite à la tolérance. On ne peut pas se laisser empuantir, empoisonner par des bêtes sauvages, en l'occurrence, ou des poisons mortels, qui sont ces idéologies de l'inégalité naturelle. Et pour terminer ce propos introductif, nous voyons bien que c'est ce que nous avons laissé s'ébattre en France. Nous sommes aujourd'hui le pays où non seulement ça a produit une radicalisation dans le débat public portée par la candidature d'un ancien journaliste venu de la gauche, tête de gondole du service public le samedi soir, éditorialiste du quotidien de référence de la droite française, je parle évidemment de Zemmour, mais de plein d'autres, avec plein de figures intellectuelles qui sont très connus, y compris le romancier Michel Houellebecq, Onfray, qui est venu de l'anarchisme et qui accompagne tout ça, et puis y compris des penseurs qui ont basculé du côté obscur de la force, eh bien nous laissons s'ébattre des idéologies meurtrières. Nous laissons se banaliser des mots. La catastrophe, elle arrive par des mots. Et en l'occurrence, des mots simples. Des mots comme grand remplacement, qui est une idéologie, qui est un appel à invisibiliser, effacer, donc voire expulser, voire supprimer une partie de notre population, de notre peuple, de tous ceux qui nous entourent, au nom de leur origine, au nom de ce qu'ils sont, au nom de leur identité. Et donc, aujourd'hui, en France, et c'est quelque chose de très particulier à la France, alors, on retrouve ça évidemment un peu partout dans le monde avec la montée des suprémacismes chez Trump, chez Bolsonaro, l'extrême droite israélienne, évidemment les mollahs iraniens, évidemment les poutiniens à Moscou, tout ça a plein de visages dans le monde sur ces idéologies de l'inégalité naturelle. Mais l'alerte aujourd'hui, c'est que dans ce pays qui est fragile, qui a des institutions dangereuses, où la victoire d'un seul, voire d'une seule demain, permet que le pouvoir d'un seul rafle la volonté de tous, où on a un pouvoir politique qui montre que ces institutions peuvent être autoritaires, eh bien, nous ne pouvons pas laisser des mots, des idéologies, accompagner cette catastrophe, se banaliser. Il faut rappeler qu'en 1922, le fascisme italien, en 1933, le nazisme allemand arrive par les élections. C'est après qu'ils vont brutaliser leur société, puis ensuite brutaliser le monde. Et ils arrivent pourquoi ? Parce qu'il y a un abandon, une habitude, une indifférence, et qui passe par le fait d'accepter ces soi-disant mots simples, ces idéologies qui sont débattues. Zemmour a encore été sur le service public il y a quelques semaines pour parler du grand remplacement. Eh bien moi je dis qu'il faut arrêter. Et qu'il faut arrêter cela, et y compris arrêter cela au niveau de chaînes d'opinion qui sont des chaînes de haine, des chaînes de racisme, comme les chaînes du groupe Bolloré, et qu'il faut mettre un holà à cette façon. Nous avons laissé rentrer des bêtes sauvages dans la bergerie, dans le poulailler, dans l'espace démocratique, par les mots très propres sur eux qu'ils prononcent. Mais alors, je comprends en fait que dans ton livre et là dans ton discours, que tu parles de ce passage, donc des tenants et des tenantes de l'inégalité naturelle qui sont passés de marge à le cœur bon an, mal an, voilà, le cœur du débat public, des centres en tout cas. La liste des gens qui ont signé l'appel de 93, si je la reprends, entre Pierre Bourdieu, Derrida, Michel Perrault, Maurice Hollander et Jean-Pierre Vernant,
il n'y en a aucun de tout cela qui a repris les mots de l'extrême droite. Jamais. Toi-même, à Mediapart, vous ne reprenez pas les mots de l'extrême droite. Il existe encore des espaces, en fait, où ces mots ne sont pas repris. Le problème, c'est que ont émergé, en fait, dans le débat, et tu en as un peu parlé, d'autres espaces, comme par exemple CNews, comme par exemple Valeurs Actuelles, même si ça existait en gestation auparavant, mais qui tout d'un coup ont pris une importance dans le débat public. Tu parles de la responsabilité de ces... Tout à l'heure, tu as dit des personnes concernées. En fait, les personnes concernées, c'est des groupes d'individus. C'est le groupe des journalistes en général. C'est le groupe des intellectuels en général. Parce qu'en vérité, et c'est là que j'en viens à ma question, à gauche, parce que là, je parle strictement de la gauche, mais on a beaucoup de journaux, on a beaucoup de journalistes, on a beaucoup d'intellectuels, on a beaucoup même de députés, de représentants politiques dans les villes, etc. Qu'est-ce qui coince? Comment ça se fait en fait qu'on perd? Parce que les espaces qui tiennent encore ce cordon sanitaire, ils existent à gauche. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, ils sont en perte de vitesse, ou en tout cas qu'ils n'arrivent plus à rester des centres du débat public. Il y a deux questions. Il y a la question du support, je vais y venir, que tu poses, hein, c'est-à-dire des médias et de où on s'exprime. Mais en fait, l'appel auquel je rends hommage, et notamment à son initiateur, puisque ce livre est écrit avec le décès de Maurice Hollander, et qui est un appel paru dans Le Monde, à l'époque où j'étais au Monde, et j'ai accompagné cet appel, et j'ai accompagné à la fois en couverture journalistique, et ensuite, y compris dans d'autres textes qu'a publié Maurice Hollander dans Le Monde. Cet appel mettait en garde sur autre chose qui a accompagné la légitimité le fait de légitimer ces idées, de les banaliser. C'est le fait que des figures intellectuelles, et c'était le sens de ces signataires, que des figures intellectuelles venues ou se disant ou prétendument de gauche, ou venues de la gauche, ont progressivement basculé du côté de ces idéologies-là. Notamment, une des figures qui était concernée par cet appel, c'est pour ça que ça a valu à Maurice Hollander, dans son milieu académique, beaucoup de gens qui étaient contre, qui se dressaient contre lui. Il y avait deux figures, pourrait-on dire, deux lieux. Une figure qui a longtemps été considérée comme l'intellectuel penseur de la critique du racisme, et qui, à ce moment-là, et nous avions été quelques-uns à le remarquer, alors qu'il était publié dans la même maison d'édition, La Découverte, il s'agit de Pierre-André Taguieff, et qui, en fait, a commencé de la critique de la stratégie d'hégémonie culturelle de l'extrême droite, qu'il étudiait, la nouvelle droite, qui sont ces gens qui n'ont pas désarmé sur l'inégalité naturelle, et encore une fois, ce sont des intellectuels, hein, c'est pas des idées qui viennent d'hommes de main et de brutes épaisses, et donc il avait démasqué cette stratégie d'hégémonie culturelle, et on l'a vu, probablement par indifférence lui-même à la question de la diversité de notre peuple, à la question coloniale, par nationalisme, par séduction des idées chevènementisme du repli national et des nationaux républicains, eh bien on l'a vu progressivement basculer et aller très très loin, puisque au tout début, je cite ce qu'il est capable d'écrire aujourd'hui avec son titre de directeur de recherche de CNRS, il écrit dans le même numéro où il y a l'éloge du grand remplacement par Michel Houellebecq, Michel Onfray et Renaud Camus, son inventeur, est dans ce même numéro de cette revue qui s'appelle Front Populaire, eh bien, il écrit que aujourd'hui, le vrai danger, c'est la mixophilie. Alors c'est un terme savant pour ne rien dire, c'est l'amour du mélange. Pour ne pas dire métissage, il sait très bien que le cœur des idéologies racistes, c'est la haine du métissage justement, hein, que les identités, elles sont pas fixes, elles bougent, et y compris dans la tête, dans les mots, dans tout ça, on se créolise, comme disait Édouard Glissant. Et donc il dit la mixophilie, et il en vient derrière ce mot savant à écrire comme d'un diafoirus, hein, tout ça c'est de la pure idéologie prétendument savante, mais profondément raciste, à dire qu'en fait la mixophilie c'est le cheval de Troie du grand remplacement, et qu'il y a une stratégie, c'est clairement complotiste, de faire l'éloge du mélange pour remplacer le peuple originel. Le peuple originel, il y aurait une identité fixe, donc on est au cœur des idéologies racistes. Et c'est Pierre-André Taguieff, à l'époque quand cet appel sort il y a 30 ans, il y a des gens qui se dressent
y compris à l'époque l'éditeur de La Découverte, à l'époque, vient en défense de Pierre-André Taguieff. Ce n'est plus lui le responsable de cette maison d'édition. Et à l'époque, beaucoup de gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, ils le reconnaissent. Alain Policart, qui a écrit, qui vient de publier un livre qui s'appelle justement La haine de l'antiracisme, en fait la généalogie. Et Alain Policart, qui est un chercheur sur toutes ces questions, souligne qu'à l'époque lui-même avait trouvé que c'était injuste cet appel. Et aujourd'hui, il dit non, en fait, ils avaient raison. C'était prophétique. Et donc, ça, c'est le premier exemple. Et le deuxième exemple, qui s'est épanoui depuis, mais qui n'était pas à la marge, c'était la maison d'édition Gallimard. C'était la revue Le Débat. Pierre Nora, qui est académicien maintenant, comme Alain Finkielkraut, qui ne sait plus reconnaître un antisémite comme Renaud Camus, est académicien. On est au cœur de l'Académie française, on est au cœur des notabilités parisiennes, on est au cœur des fréquentations intellectuelles respectables. Et donc, la revue Le Débat, avec Marcel Gauchet, qui a été d'extrême gauche, plutôt maoïste dans sa jeunesse, à Caen, etc., eh bien, on voit ces gens basculer. Et à l'époque, il publie le livre de Paul Lyonnais, Voyage au cœur du malaise français, qui déjà, comme Pierre-André Taguieff en est venu à dire, le problème c'est pas le racisme, c'est l'antiracisme. Le problème, c'est l'auto-organisation des dominés, des discriminés, des racisés. Et du coup, on en vient à tout ce qui se passe depuis le séparatisme, la notion d'islamo-gauchisme, enfin toutes ces folies qui ont été diffusées dans l'espace public. Eh bien, ce livre de Paul Lyonnais, qu'ils ont réédité, est un livre qui annonçait cette bascule. J'en donne les citations. C'est profondément terrible. Donc l'évolution, l'origine ne protège de rien. Hein. La mer se retire. Il n'y a plus le même souffle progressiste que dans les années 60 et 70, et on a des gens venus de la gauche par la transition, je dirais, du repli national, du repli identitaire, du chevènementisme, très souvent, en termes de réseau et de mouvance qui a infiltré la gauche dans l'abandon du national et dans la crispation sur le national identitaire, par notamment déni de la question coloniale et de sa persistance, et on voit ces gens accompagner tout ça. Donc c'est le vrai propos du livre, c'est la légitimation dans l'espace public, c'est-à-dire que bien sûr qu'il y a Zemmour, mais Zemmour s'appuie sur le fait, regardez, il y a plein de gens et qui eux-mêmes disent, les citations sont là, mais Hitler est mort. Finkielkraut dit au moment de cet appel, mais l'extrême droite, c'est pas un sujet, il n'y a plus d'extrême droite. Et comme je le dis, ces cautions ont autorisé le fait de dire laissez-nous parler et penser comme Hitler en faisant comme s'il n'avait jamais existé. Parce que c'est ça, et c'est pour ça qu'ils disent arrêtez ces réductions ad Hitlerum, vous nous ramenez, hein, c'est le point Goodwin d'Hitler et tout. Et je rappelle une citation pour montrer. Je rappelle Klemperer, je rappelle Gustave Le Bon sur les mots, comment les mots accompagnent. Gustave Le Bon avait été lu par Mussolini, hein, comment les mots peuvent accoutumer à des choses. Comme Édouard Drummond, bon voilà, quand il fait La France juive, qui est la Bible de l'antisémitisme moderne, eh bien il installe des mots qui vont produire 40 ans après, et si on lui avait dit ça, il dit mais attendez, vous vous moquez de moi, j'exprime ma liberté d'expression. Mon cher ami, vous pouvez contester mon point de vue. Débattons. Et d'ailleurs, mon journal s'appelle La Libre Parole. C'était ça, le journal de Drummond, sous-titré La France aux Français. Et donc, ces gens installent des mots qui, après, vont accompagner le crime. Et donc, sur cette banalisation, par des mots simples, comme les deux mots simples de grand remplacement ont été installés depuis 2010 dans le débat public, eh bien, je donne une citation de quelqu'un dans le livre à un moment qui dit « Notre programme politique refuse la notion d'individu du libéralisme. Donc il n'y a pas d'individu, on appartient à un groupe, on ne peut pas s'auto-déterminer, on ne peut pas s'auto-émanciper, on est assigné à résidence dans sa communauté, dans son groupe. La notion d'individu du libéralisme, dit-il. Ensuite, ce sont toujours ces mots, la notion d'humanité du marxisme, qu'il attribue au marxisme, il n'y a pas de genre humain. Il n'y a pas un genre humain qui est au-dessus des nations, des peuples. Non, pour nous, il n'y a qu'une notion qui vaille, le peuple, notre peuple. Défini, dit-il, par son sang et par sa terre.
c'est-à-dire une identité racinée dans la terre, hein, et une identité très nationaliste et impérialiste, puisque ce nationalisme peut être conquérant, et biologique, de lignée et d'identité. Donc on va théoriser dans un pur fantasme, hein, puisque ce sont des idéologies, quand on parle de complotisme, c'est pas le complotisme des réseaux sociaux, ce sont des idéologies meurtrières par fantasme. Et il dit, ce qu'il vient de dire, ce sont des mots simples, mais leurs conséquences sont incommensurables. Et cet homme qui publie ça en 1927, c'est Hitler dans Mein Kampf. Des mots simples. Un peuple, le sang, la terre, pas d'humanité, pas d'individu. Et quand il écrit ça, il ne peut pas, lui-même Hitler, savoir que ces mots simples, comme il dit, les conséquences incommensurables, il va réussir à les provoquer. Il va réussir à provoquer des montagnes de cadavres, à assassiner toute une humanité parce qu'elle est née juive ou née tzigane, et faire déferler le crime contre l'humanité, puisque c'est une notion imprescriptible créée sur les ruines, sur les monceaux de cadavres du nazisme. Et donc, c'est bien ça qui s'est passé d'abord. C'est bien ça mon propos. Hein, c'est le fait de s'accoutumer, et on le voit, y compris aujourd'hui, dans toutes sortes de transgressions politiques, s'accoutumer à des mots qui font une glissade. Et il n'y a que le premier pas qui coûte. Et ensuite vient la question du support, vient la question de comment on tient le débat public. Il y a la question très objective d'un laisser-aller des pouvoirs publics français depuis Sarkozy, depuis Hollande et aujourd'hui encore plus, sur la propriété des médias et sur le fait que ces milliardaires, eh bien, pour protéger une situation qui est insupportable d'inégalité, d'injustice, de prédation de leur part, laissent s'ébattre ces idéologies de la haine comme une protection. Monsieur Bolloré fait son coming out idéologique parce qu'il incarne ce milieu-là. Il était fréquenté par tous ces gens. Il connaissait Sarkozy, il connaissait les Bretons du Parti Socialiste qui sont autour de Hollande, et il connaissait Macron. Son fils est au premier rang du premier meeting de Macron en 2016. Les Le Drian et tout ça, les Bretons du PS qui étaient autour de François Hollande connaissaient très bien Bolloré en tant que réussite bretonne. Et je rappelle que Sarkozy était sur son yacht après sa victoire en 2007. Donc il n'est pas extérieur, lui non plus. Et il accompagne et il fait tomber tout ça. Donc ça, c'est le fait qu'il y a un laisser-aller. L'Arcom, pour moi, il n'est pas tolérable que des fréquences hertziennes qui sont un bien public. On branche sa télé, on tombe sur une télé, on tombe sur une radio. C'est pas je vais acheter un journal, c'est pas je vais m'abonner à un journal. C'est public, c'est open bar. Eh bien, ce n'est pas une question d'amende. Il ne respecte pas le bloc dans le contrat et la convention qu'il signe avec le CSA devenu Arcom. Il y a notre bloc de constitutionnalité. Et donc, on ne peut pas, dans une démocratie, laisser s'ébattre sur des fréquences hertziennes publiques des chaînes d'opinion. Ce sont des chaînes d'opinion et pas des chaînes d'information. Il y a même le catholicisme le plus réactionnaire, le plus anti-mariage pour tous, anti-avortement, qui s'exprime au moment de la météo. Hein, tout ça est documenté. C'est quand même des chaînes de propagande. C'est pour ça que je fais très peur à tout le monde. Ça choque dans le milieu journalistique quand je dis mais si on laisse ça, un jour on aura Radio Mille Collines. C'est-à-dire la radio qui a accompagné le génocide rwandais. Et puis, il y a donc la question d'un laisser-aller lié à l'État. Nous sommes la seule vieille démocratie où les médias sont aux mains de tous, hein, tous les médias privés, et ça déteint sur le service public par sa faible autonomie à l'égard d'un pouvoir exécutif qui laisse se faire ça, encore moins maintenant qu'il n'y a plus la redevance, donc il dépend du choix budgétaire du pouvoir politique. Eh bien, nous avons un paysage médiatique qui est unique, hein, qui n'est pas le paysage anglais, pas le paysage allemand, pas le paysage italien, même s'il y a eu Berlusconi qui a accompagné le fait qu'il y ait une extrême droite aujourd'hui au pouvoir en Italie, ou espagnol, voire même américain, même s'il y a Fox News, mais dans le cadre d'une démocratie plus libérale politiquement dans ces tensions. Et là, il y a un autre problème, c'est l'autre message de mon livre. C'est comment la gauche, puisque tu en parles, se comporte par rapport à tout ça. Est-ce qu'elle tient la digue ? Alors qu'est-ce qu'il y a la digue en termes d'idées, hein, de ne pas pactiser du tout avec ces idées-là, de considérer que ce ne sont pas des idées que l'on débat, ce sont des idées que l'on combat,
C'est la phrase de Jean-Pierre Vernant, grande figure intellectuelle et aussi grand résistant, qui dit « On ne discute pas recette de cuisine avec des anthropophages, elle est en exergue du livre ». Mais c'est aussi le fait de cautionner ces espaces-là. Nous avons eu un exemple vraiment caricatural avec le noyau, je dirais, le plus proche de Jean-Luc Mélenchon et lui-même Jean-Luc Mélenchon, qui est l'émission de Cyril Hanouna, hein, qui est un théâtre de la cruauté, qui est un théâtre soi-disant populaire, qui en fait banalise toutes ces idées-là. Encore pire, puisque justement il se prétend populaire, complotiste, avec les pires choses. Eh bien non, on ne va pas à ces émissions-là. On ne s'en rend pas compte tout d'un coup tardivement parce que l'incident qu'il y a eu avec M. Boyard. Mais avant, Raquel Garrido y allait, et Boyard y allait, et Mélenchon y a été, y compris à accepter des face-à-face avec Zemmour, crédibilisant Zemmour, crédibilisant pendant la campagne présidentielle un Zemmour comme son protagoniste. Et c'est une caution. Il faut le renvoyer aux oubliettes de l'histoire, Zemmour. Il faut combattre leurs idées par son propos, mais il ne faut pas les crédibiliser, ce que raconte très bien l'historienne Nicole Laureau, hélas disparue, sur le piège du face-à-face. Comme je dis, c'est son droit. Monsieur Mélenchon, à cause de notre travail indépendant d'investigation, ne vient plus à Mediapart. Nous interviewons, y compris toutes sortes de gens de la gauche, y compris de la France insoumise, mais lui ne vient plus à Mediapart depuis qu'on écrit des choses qui lui déplaisent. On est avec lui ou contre lui, ce qui n'est pas une vision quand même très positive du débat public. Et Mediapart n'est pas un journal comme cet univers médiatique tout à fait, comment dire, qui est un univers de dégradation, qui est un univers de dépravation, même je dirais, pour notre métier et son image. Et donc, il préfère dire « je ne vais pas à Mediapart, mais il va chez Hanouna ». Eh bien non, c'est son choix, mais ce choix dit quelque chose. Et ce choix dit, au fait, aussi que la digue, là, n'est pas tenue, la digue du langage. Et là, on le voit bien dans les pièges qui se retournent. On voit bien qu'on essaye, dans la diabolisation par le pouvoir de la gauche, ils utilisent toutes les virulences orales. Moi, je pense que nous ne sommes pas dans le moment du bruit et de la fureur. Nous sommes dans un moment qu'a montré le mouvement syndical, qui doit être un mouvement de calme détermination. C'est eux qui sont agités. C'est eux qui ont peur. C'est eux qui sont violents. C'est eux qui sont vulgaires. Il suffit de regarder tous les épisodes de Marlène Schiappa et d'autres. C'est eux qui n'ont pas de principe. C'est eux qui n'ont pas d'éthique. C'est eux qui ne savent pas se tenir. Et donc, il faut avoir de la tenue. Je termine le livre par un mot. Et je ne pensais pas avoir autant raison de cela. C'est le mot scrupule. Je rappelle, on le sait tous, aujourd'hui, dans le langage courant, ce type n'a pas de scrupules, c'est comme un voyou, c'est quelqu'un il n'y a pas de règle avec lui. Et je rappelle l'origine, donc c'est prendre soin. Avoir du scrupule, c'est prendre soin. Et la démocratie, il faut en prendre soin. La démocratie, il ne faut pas la brutaliser. Et la démocratie, il faut l'élever. Il faut la tirer vers le haut, scrupule. Et je rappelle le sens, y compris philosophique, dans l'origine du mot. Comme dit Maurice Hollander, l'appel de 93, disait-il, qui était un grand historien et grand éditeur, l'appel, c'est un appel philologique. Faire attention aux mots, à la précaution sur les mots. Et scrupule vient de scrupulus en latin, qui est un petit caillou pointu. C'est drôle, hein? Petit caillou pointu, comment on va prendre soin? En fait, les Romains, ils avaient des sandales et pas des chaussures fermées. Et les légions romaines, elles avançaient avec des sandales et force et tout. Aïe! J'ai un petit caillou. Je dois ralentir. Je dois m'arrêter. Je dois défaire ma sandale. Le scrupule. Et je ne croyais pas si bien dire, puisque quand j'ai terminé ce livre en janvier, c'est le début du mouvement des retraites, mais là, on a vu un pouvoir qui n'a aucun scrupule. Aucun scrupule dans le respect de la diversité du pays, du pouvoir parlementaire, du pouvoir législatif, aucun respect des syndicats unis comme jamais, avec une détermination comme jamais, un calme comme jamais. Et là, bingo, juste au moment du 49.3, et j'en ai fait un article dans Mediapart, on a Emmanuel Macron qui fait savoir très officiellement, et par une source donc de communicants élyséens via Le Monde, qu'après l'annonce du 49.3, il n'a pas de regret, virgule, pas de scrupule. Pas de regret, on comprend. C'est genre, j'ai pas de regret, je passe en force depuis le début.
pas de scrupules. Lui qui se dit cultivé et tout, il sait très bien quand même quel est ce mot. Pas de scrupules. C'est un mot, je le dis, c'est un mot de gens, pas de scrupules, pas de règles, pas de lois, pas d'éthique, pas de principe. Et donc, je le redis parce que c'est une alarme pour la gauche aujourd'hui. La gauche doit montrer que la détermination, l'unité, le calme, la force, elle est de son côté. Elle est de son côté, la gauche. Quand je dis la gauche, les bonnes volontés démocratiques. D'ailleurs, pour moi, ça va au-delà, parce que n'oublions pas Charles de Courson au moment des retraites. Je pense que nous sommes dans un moment, comme dans le mouvement syndical, il y a toutes sortes, quand on va de la CFTC à Sud, il y a une immense variété de gens qui ne se ramènent pas qu'à la gauche, comme dans toutes les luttes. Hein. Donc si on veut, pour en terminer sur le mot, le point de départ qui est l'hégémonie qu'ont gagné ces idées d'extrême droite, si l'on veut, en termes gramsciens, reconquérir une hégémonie qui soit celle de la digue de l'égalité, de ce que j'appelle les causes communes de l'égalité, hein, qui sont le vrai levier d'émancipation, d'espérance, de compréhension de la situation dans laquelle nous sommes, jusqu'au droit du vivant. Il y a de nouveaux droits, on le voit avec le deuxième féminisme qu'incarne MeToo, on le voit avec la question de l'homophobie, et qui est quand même une question nouvelle dans la prise de conscience des violences. On l'a documenté récemment avec notre documentaire Guet-apens sur les pièges homophobes, et on le voit, encore une fois, il y a des droits nouveaux, il y a les droits du vivant. L'humanité, notre espèce ne peut pas se permettre de saccager le vivant, hein, autrement elle met tout en péril. Et donc la question pour moi, le chemin d'espérance, le chemin au-delà des questions électorales, le chemin d'une hégémonie des idées d'égalité, des idées progressistes, se retrouve dans cette idée d'avoir de la tenue, que le camp de la précaution, le camp du scrupule, le temps de la qui sait se tenir, c'est le nôtre. Face à un monde dont la violence dit aussi que c'est un monde fini. Il est d'autant plus violent qu'il est à terme condamné. Il peut faire beaucoup de dégâts, mais il est fini. Merci beaucoup, Edoui.